Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici dans ce magnifique plateau du plateau Fertile et de Fashion Green Hub. Et j'ai le très grand plaisir, alors à vous présentement, mais également à vous qui vous trouvez derrière les écrans, j'ai le très grand plaisir de vous présenter Lucas Tivoli Condé-Salazar, qui est le directeur du Fashion Green Hub et qui va vous dire quelques mots. Merci Marie-Pierre. Alors bonjour à tous. Moi, quelques mots sur notre rencontre, Marie-Pierre. Il y a quelques semaines, tu es venue au plateau Fertile et tu nous as présenté ton projet. Et ma première réaction a été un sourire un peu candide peut-être, je pense qu'il m'est venu de mon amour pour les chats. Mais très vite, je me suis rappelé de l'importance que ces êtres individualistes, libres et peut-être hautains, certains diront, nous ont apporté tout au long de nos vies. Je pense bien sûr aux Égyptiens, jusqu'à Chris Marker et Agnès Varda. Et on le sait, les chats ont un poids dans notre créativité, dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on fera. Et je pense que ce sujet aussi important qu'à l'économie circulaire et la gestion des déchets comme les litières, je pense que nos petits êtres chats ont apporté toute cette force pour pouvoir avancer sur ces sujets. Vous êtes ici au plateau Fertile Paris, manufacture de mode circulaire et solidaire, qui est gérée par l'association Fashion Green Hub. Nous sommes la première association des entreprises textiles et mode en France, et nous promouvons depuis maintenant 10 ans des économies circulaires, des économies fonctionnelles et des économies inclusives. On est aujourd'hui à un tournant où, bien sûr, nos sociétés, notre capitalisme doit se réinventer et la circularité est une solution. Elle est peut-être même la première solution. Et je souris à nos amis de la Fédération de la mode circulaire. La gestion des déchets, c'est aussi un sujet, parce que je parlerai un peu plus de la filière textile. La gestion des déchets est un sujet et un enjeu pour notre filière et pour beaucoup de filières. C'est un enjeu pour les collectivités, pour les entreprises et pour nos concitoyens. Et je pense que, et j'en suis convaincu, aujourd'hui, on a démontré que nos déchets sont nos ressources. Et c'est exactement ce que tu vas nous présenter, Marie-Pierre, aujourd'hui. Et donc, je suis très fier de me tenir à tes côtés et de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Ravi. J'en profite pour saluer notre invité qui est là-bas derrière. Et puis, moi, j'aimerais vous présenter Christophe Boudet, qui est fondateur de Format Compost et qui est également le maître composteur qui a lancé l'expérimentation. Et puis, Michael Benke. Donc, Michael Benke, c'est le représentant de l'initiative Cat for Future, parce que on a choisi un nom, Cat for Future, qui va vous parler. Ce nom, et Michael vous expliquera pourquoi. Il est également le président de la commission de la filière des litières végétales au sein de la fédération Aircube. Alors, vous ne connaissez pas tous Aircube. La fédération Aircube est une fédération qui est vraiment dédiée à la réparation et au réemploi et qui est présidée par Benoît Varin, que nous aurons la chance d'entendre tout à l'heure dans la 3e table ronde. Michael, je vous ai présenté, représentant donc de l'initiative Cat for Future, administrateur de PLA, qui est donc l'association qui porte ce projet. Et j'avais envie de vous demander quelle était à la fois la problématique des litières pour chats en règle générale. Je vais juste dire 2 mots. 15,1 millions de chats en France, 612 000 tonnes de déchets en France. C'est donc un enjeu environnemental majeur. Et je donne la parole à Michael. Merci Marie-Pierre. En fait, l'enjeu est de triple nature. Les litières pour chats minérales, surtout, qui sont utilisées par 90% des consommateurs en France, comme en Allemagne, où je représente la PLA ou le Cats for Future également, sont des litières qui consomment des ressources naturelles non renouvelables, parce que c'est un minéral qui s'appelle bentonite en général. Et le bentonite, c'est un minéral volcanique qui est absorbant, et c'est pour ça qu'on le prend.
pour la litière pocha, pour absorber donc les fluides d'excrétion des chats. Le deuxième problème, Marie-Pierre l'a déjà évoqué, c'est le déchet. Donc, pour la population des chats domestiques en France, on a calculé selon les chiffres obtenus par une analyse cycle de vie de 2018, qu'en fait, les litières minérales produisent 612 000 tonnes de déchets. C'est peut-être un nombre qu'on peut difficilement visualiser, mais si on, par exemple, on mettrait partagerait ce volume en camions poubelles et on les met l'un après l'autre, on arrive à un embouteillage de 400 km. C'est la distance de Paris à Nancy. Donc c'est énorme chaque année. C'est un déchet évidemment qui n'est pas valorisable, qui est collecté avec les OMR, qui doit partir à l'incinération où il devient mâche-fer d'une certaine toxicité et qui doit être déposé dans les déponies dont on a de moins en moins, surtout à l'horizon de 2030 où la capacité de dépôt doit être réduite à 10% seulement, c'est ce qu'on a eu il y a quelques années. Et donc c'est un énorme volume qu'on pouvait éviter avec une litière alternative dont on va parler aujourd'hui. Et le troisième sujet que je vais juste évoquer, c'est les émissions carbone qui sont émises lors de la production de la litière pocha minérale, dont on a calculé un volume de 500 000 tonnes pour la France seule par an. Et cet volume en CO2 qui est pompé dans l'air chaque année est issu du fait que cette litière est absorbante, comme j'ai déjà mentionné. Et cette capacité d'absorption a comme effet que dans la nature, dans les mines, la matière est déjà gorgée de l'eau quand il sort du sol, naturellement. Donc il faut la sécher. Et on la sèche avec du gaz naturel. Et donc on consomme des grands volumes de gaz naturel pour sécher cette matière avant qu'il est broyé et mis en sac. Et après, on a le transport des pays qui sont producteurs essentiellement pour le marché européen, notamment le Canada, la Chine, le Sénégal et la Turquie. Donc, les pays qui ne sont pas à côté. Donc là, il y a aussi des émissions lors du transport. Et donc, selon une autre étude de cycle de vie qu'on a obtenue par le ministère de l'Environnement d'Allemagne, on a calculé donc, ce chiffre de 500 000 tonnes juste pour le besoin annuel de la France. Si je vous résume, ce que vous dites, en fait, c'est que lorsqu'on a des litières minérales, on a des litières gorgées d'eau qu'il faut sécher. C'est un tonnage important. Est-ce que effectivement, ces litières-là qui nous viennent de ces pays donc, que vous avez en fait indiqués, est-ce qu'elles constituent l'essentiel du marché ? J'ai déjà dit, c'est 90% des consommateurs qui utilisent ces litières. Ce n'est pas méconnaissance et pas habitude. Un consommateur qui a un chat, qui décide d'acheter une certaine litière, normalement, c'est plus ou moins à vie. Donc, autant que le chat est vivant, on rachète toujours la même litière. On peut l'observer d'ailleurs dans les magasins. Si on se met à côté des rayons, les gens arrivent, ils prennent le sac et ils partent. Donc, ils ne regardent pas. Et notamment, ça c'est un de nos objectifs, c'est la sensibilisation sur l'alternative qui existe, notamment dans tous les marchés, tous les magasins qui vendent la litière minérale. Juste à côté se trouve l'alternative en forme d'une litière végétale. Et là, on utilise donc les fibres végétales que la nature a conçues pour transporter l'eau lors de la photosynthèse, donc des racines jusqu'aux feuilles. Et ces petites pailles, on peut peut-être imaginer les pailles microscopiques. Ces fibres, en fait, sont extrêmement absorbantes, en fait 3 fois plus absorbants que le bentonite, la minérale utilisée pour les litières pocha. Et évidemment, c'est une ressource renouvelable. Et pour fabriquer ces litières, on utilise notamment des déchets de l'industrie du bois, c'est notamment la sciure, et on utilise les déchets de l'industrie agricole, par exemple les rafles de maïs ou les cosses de blé. Donc on ne brûle pas la nourriture et on ne coupe pas les arbres pour fabriquer la litière pocha végétale. C'est en fait un produit qui est déjà issu d'un recyclage d'un déchet qui est produit par ces industries-là. Et ces litières, évidemment, sont 100% compostables. Donc, on en a parlé avec Christophe tout à l'heure. Ils sont donc 100% biodégradables. Ils sont faits des ressources renouvelables. Et leur production de CO2, comme c'est fabriqué en France, est réduite par 82%. Donc,
ils ont un taux d'émission, évidemment, qui reste un petit peu donc, par rapport au transport, mais ça n'a rien à voir avec les litières minérales qui, je rappelle, produisent 500 000 tonnes de CO2 chaque année. Et au niveau européen, est-ce que vous avez des ordres d'idées, des chiffres au niveau européen, à la fois du nombre de chats et à la fois du tonnage de déchets et du tonnage produit? Oui, justement, j'étais à Milan hier lors d'une grande conférence de la PLA à Milan dans le siège de la Lombardie, donc la région dont fait partie Milan, et justement évoqué ces chiffres-là. Évidemment, c'est les estimations, je n'ai pas les chiffres extrêmement durs, et ces estimations sont issues essentiellement des 2 analyses cycle de vie qu'on a obtenues. Et donc on arrive avec toutes les réductions qu'on peut imaginer, parce que pas tous les chats vont utiliser le bac à chat toute l'année. Donc il y a une certaine période pendant l'été où ils vont dehors. Donc en calculant tout ça dedans, on arrive quand même à 11,5 millions de tonnes de déchets issus de litière minérale, plus les décrétions à chaque fois. Et on arrive à 2,1 millions de tonnes de CO2 émis lors de la production de ces litières. Et l'autre côté de la médaille, en fait, si un jour, c'est qu'on espère, la minérale sera complètement substituée par la végétale, ou par une interdiction, ou par un choix consommateur qui sera préférable, on pourra récupérer sur le volume de l'Europe 4 millions de tonnes de ressources naturelles dans les biodéchets. Donc ça, c'est le volume. C'est à peu près 400 000 tonnes pour la France seule. Et donc, il y a la matière à récupérer, à réintroduire dans un cycle virtuel de recyclage avec la litière végétale une fois qu'elle sera admise dans les biodéchets. Des tonnages impressionnants. Ce qui frappe particulièrement dans ce sujet, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on voit le tout petit bout de la lorgnette, qu'on est vraiment dans une toute petite niche. Or, on s'aperçoit que le nombre d'animaux domestiques, le nombre de chats, fait grimper, vous avez vu, les tonnages de manière très, très importante. Est-ce qu'on peut revenir, en fait, sur la naissance de ce projet avec PLA? Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, la naissance est très simple. Moi, je suis, vu de mon âge, un peu à la fin de ma carrière. J'ai travaillé longuement dans le marketing précédemment, et je suis professeur à l'université américaine depuis 11 ans. Et la PLA m'a contacté il y a 3 ans. Plant Litter Association, Oui. C'est un mot anglais. PLA. Ça n'a rien à voir avec la PLO, qui a aussi une petite deuxième organisation qui s'appelle PLA. Donc c'est Plant Litter Association. C'est une association italienne qui a été fondée en 2012 à Milan, justement, qui m'a contacté et qui m'a proposé de prendre la représentance pour la France. Et je les ai rencontrés. Et ça m'a beaucoup plu ce qu'ils font. Et ça m'a permis de m'identifier avec cette thématique. Donc, j'ai pas seulement accepté donc, l'offre pour la France, mais j'ai pris aussi la représentance pour le marché allemand, dont je suis originaire. Et donc, je m'en occupe des 2 pays. En fait. D'accord. Ils avaient un peu avancé, les Italiens. Alors, est-ce que c'était encore le cas? Est-ce que pays par pays, vous pouvez nous indiquer un petit peu ce qui se passe de la même manière qu'en France? Est-ce que l'Allemagne est sur le même niveau que la France en termes de recherche, d'initiative? Ou est-ce qu'on est un peu, je dirais, les fers de lance de l'opération? Je dirais aujourd'hui, c'est par hasard ou par coup de chance, je dirais que l'Allemagne est très en avance dans les activités qu'on défend, et notamment avec la publication en août de la stratégie de la bioéconomie de la ville de Stuttgart, dans le Baden-Württemberg, dans le sud d'Allemagne. Donc les sièges de Mercedes, Porsche, Audi sont tous dans ce secteur extrêmement industrialisé à niveau de l'industrie automobile. Et la ville de Stuttgart a donc défini et voté une stratégie de bioéconomie qui va être mise en place entre 2025 et 2030, financée avec un budget de 400 000 euros. Et qui contient 22 points d'action concrètes qui sont prescrits à la ville, qui doivent être donc mis en œuvre, et dont donc la litière pour chat végétale fait partie. Et on est très fiers de ça, parce que c'est la première ville en Europe qui en fait prend cette mesure-là.
et qui va donc sensibiliser la population, les consommateurs, les possesseurs de chats pendant les prochaines 5 années sur les méfaits de la litière minérale et les inciter à acheter végétal. D'accord. En ce qui concerne finalement R-Cube, et donc la fédération R-Cube et votre poste donc de président de la filière des litières végétales. Pourquoi vous avez choisi d'abord de créer cette commission et qu'est-ce que ça apporte en fait pour cette initiative? J'avais déjà évoqué en passage tout à l'heure qu'il faut absolument réussir à changer la réglementation pour la collecte des biodéchets. On obtient, pour obtenir donc l'agrément aussi pour la litière, pour chat végétal souillé dans la collecte des biodéchets. Et pour ça, il faut avoir un certain poids vis-à-vis de la politique. Il faut que le sujet monte. Et donc l'objectif de cette commission qu'on a créée, donc la commission pour la litière végétale en Europe, est de rassembler notamment les producteurs de la matière première, donc les scieries, les coopératives agricoles, les industriels qui produisent la litière pour chat, et aussi la distribution qui la distribue. Donc le but de cette commission est en fait de rassembler, au moins pour l'Allemagne, l'Italie et la France déjà, les partenaires qui peuvent nous aider à monter en poids vis-à-vis des politiques et pour obtenir donc certains changements dans la réglementation actuelle. D'accord. Alors effectivement, le nœud focal, je dirais, c'est de vos revendications ou de nos revendications, puisque je suis aussi chargée de plaidoyer de cette opération, c'est finalement l'incorporation des litières végétales dans les biodéchets. C'est pour cette raison que vous avez diligenté une étude. Vous pouvez en esquisser quelques mots? En fait, et Christophe fera la suite. En échangeant avec les instances politiques en Allemagne et en France, on se heurte toujours à deux barrières par rapport à la demande d'inclure donc les litières pour chat végétales dans les biodéchets. Et la première est de l'ordre psychologique, parce que les agriculteurs, ils ne veulent pas la litière qui contient des entrants qui viennent des animaux carnivores. Donc ça, c'est quelque chose psychologiquement qui bloque. Et le deuxième élément, c'est évidemment la barrière sanitaire, parce que les chats sont porteurs de deux maladies potentiellement dangereuses pour l'homme. Donc c'est la toxoplasmose et la toxocara. Et ces deux maladies qui en fait sont des parasites, ce n'est pas des bactéries, ce n'est pas des virus, c'est des parasites. En fait, la toxoplasmose se transmet par les œufs, les oocytes, qui sont les décrétions fermes des chats et qui peuvent rentrer dans la chaîne alimentaire. Et donc, le problème sanitaire est un grand problème qu'il faut résoudre. Et pour adresser ces deux problématiques, donc on a mené une première étude cette année avec une expérimentation de compostage. On a composté donc la litière pour chat végétale souillée issue des refuges d'animaux qu'on a collectés avec les refus des foyers, donc légumes et fruits qui viennent des foyers, dans une expérimentation de compostage pour justement prouver la qualité du compost, qualité agronomique du compost, en incluant les litières pour chat souillées. Premier point pour soulever la barrière psychologique, je dirais. Et la deuxième étude qu'on va mener en début de l'année 2025 avec le CHU de Reims et le département vétérinaire, une étude en laboratoire, dans un processus contrôlé, de la même méthodologie de compostage qu'on a appliquée en expérimentation dont va parler Christophe, mais en petite échelle, à peu près 1 kg de compost, avec la litière rajoutée, qui contient les oocytes, donc les œufs de la toxoplasmose. Parce qu'en fait, le CHU va obtenir un chat qui donc, est malade de cette maladie-là, qui n'est pas grave pour le chat non plus, c'est comme une petite grippe. Et on va donc pouvoir infecter le compost avec ces oocytes et on va pouvoir prouver qu'avec la montée en température dans le compost, cette compost sera complètement hygiénisée et la toxoplasmose sera éliminée. Et ça, c'est quelque chose qu'on va prendre. Pour vous expliquer, la toxoplasmose, en fait, donc c'est un parasite, comme le disait Michael, et ça touche principalement, enfin, ça peut être dangereux, tout le monde est l'a plus ou moins eu,
Mais il y a des personnes qui ne l'ont pas eu et c'est dangereux à la fois pour les personnes qui sont immunodéprimées et principalement pour les personnes qui sont enceintes et qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose. Et là, on peut avoir des malformations du fœtus, voire plus. Et donc, effectivement, c'est là où c'est dangereux parce qu'une femme enceinte qui n'est pas immunisée ne doit pas rentrer en contact avec les excréments, avec la litière. Et surtout, on doit toujours laver les légumes, les fruits, etc. Et on ne doit pas manger de légumes crus de toute manière ou de choses comme ça. Voilà. Eh bien, du coup, on a fait un petit peu le tour de la question des litières végétales pour vous rappeler. Alors, juste en résumant, il y a plusieurs types de litières végétales, comme l'a dit Michael, à base de blé, à base de sciure de bois. Elles sont toujours à base de déchets, les litières végétales. Donc, déchets de bois, déchets de céréales. Et puis, une étude a été diligentée, a été menée. Et cette étude, c'est Christophe Boudet, que j'ai présenté tout à l'heure, qui est le fondateur de Format Compost, qui a diligenté cette étude. Et je vais donc lui laisser la parole pour qu'il nous explique un petit peu comment il a monté cette étude et puis les résultats. Merci Marie-Pierre. Donc en fait, j'avais en charge de composter à peu près 1 tonne de matière organique. Pour cela, je me suis déjà équipé d'un matériel adapté et spécifique. C'est-à-dire, je n'ai pas pris un bac à compost classique, une caisse bois classique où il faut faire des brassages réguliers à la fourche pour que ça reste toujours en aérobie. C'est le principe même du compostage. L'aérobie, c'est en présence d'oxygène. Présence d'oxygène, voilà. Et notamment les déchets alimentaires sont des déchets qui contiennent 80% d'eau, c'est des déchets qui sont très lourds et ils s'affaissent sur eux-mêmes. Donc si on laisse le tas comme ça et qu'on met du déchet en vrac, même avec de la matière carbonée qui est un petit peu plus dure et qui crée quand même quelques espaces lacunaires, c'est-à-dire des poches terre, finalement si on ne fait rien, ça ressemble à une poubelle. Et quand on gère comme une poubelle, on a les odeurs d'une poubelle. Voilà, on aura des poches en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, et ça nous dégagera des odeurs, de mauvaises odeurs, d'ammoniac, de soufre, voilà. Donc pour ça, il faut brasser régulièrement le compost. Et ça peut être déjà assez physique, et puis ça peut être chronophage dans certains contextes. Donc moi j'ai eu l'idée d'adapter un système d'air soufflé. Avec une soufflerie, j'envoie de l'air par en dessous et qui remonte à travers le tas de compost. Voilà, et je fais ça de façon régulière et ça m'évite le gros brassage qu'il y a à faire, brassage et retournement qu'il y a à faire sur le principe de compostage. Voilà. Donc ça, c'est déjà au niveau de la technique. Après, la méthode, j'avais grosso modo 1 tonne à composter. C'était le cahier des charges de l'expérimentation. Donc pour cela, déjà, on m'a livré de la litière végétale, différentes matières litières végétales, ce qui représente à peu près ce qui se vend dans le marché, majoritairement de la litière à base de bois, mais aussi à base de déchets agricoles, de blé. Voilà. Et ces litières végétales représentent en moyenne à peu près 7% des apports dans la production de déchets, voilà, déchets organiques. Donc j'avais à peu près 7% de litière à mettre. Et ces litières, il fallait qu'elles soient souillées avec des déjections félines. Donc pour cela, j'ai collecté auprès de refuges. En leur livrant de la litière, j'ai ensuite collecté de la litière souillée avec des déjections félines. Voilà. Et puis, il me fallait aussi de la matière carbonée, donc du broyat de bois, du copeau, du foin, voilà, et de la feuille morte, ce qu'on trouve et ce qu'on met régulièrement dans les sites de compostage partagés. Et j'ai fait ces apports, grosso modo, pendant 10 semaines, et c'était à peu près environ 70 litres de déchets alimentaires par semaine, une dizaine, entre 5 et 10 litres de litière de déjection féline, et puis à peu près 20 litres de matière carbonée. Voilà. Matière carbonée, donc les feuilles, le bois, la paille, parce que le compost, ça ne se fait pas tout seul, hein ? Non, tout à fait. Il faut des matières riches en azote et des matières aussi riches en carbone. Voilà.
qui sont les matières carbonées, les feuilles, le foin et les broyats de branches. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 10 semaines, ces apports réguliers, en faisant un relevé de température quotidien, non, toutes les semaines, hebdomadaires, pardon, mais j'y allais même plusieurs fois par semaine, mais une fois par semaine, je relevais donc officiellement la température vers 14 heures. Et pourquoi ce relevé de température? Alors, premièrement, quand il y a une hausse de température, ça veut dire que le principe fonctionne très très bien. Ce sont les bactéries thermophiles qui interviennent et dès qu'il y a un petit peu de masse de matière organique, compost, là on a une montée en température qui se fait. Ça peut aller en fonction de la masse et puis de la température extérieure, ça peut aller jusqu'à 70 degrés sans problème. Voilà. Et donc ça, c'est donc un indicateur que ça fonctionne bien, mais néanmoins cette température permet l'hygiénisation du compost. Voilà, c'est ça. Parce que dans les déchets alimentaires où on a des sous-produits animaux, donc on peut avoir de la salmonelle, on peut avoir l'Escherichia coli, et on peut également, avec la déjection féline, avoir qu'on s'appelle le nom du... La toxoplasmose et la toxocarose. Je donne juste la parole à Michael. Quelques secondes. Michael. Je voulais juste rajouter en fait cette deuxième étude dont j'avais parlé avec le CHU de Reims est censée en fait utiliser la température naturelle du compostage à l'air soufflé pour tuer les œufs de la toxoplasmose. Il y a une étude qui a été réalisée, une seule mondialement, en 92 au Canada, qui a en fait analysé donc la résistance de ces parasites par rapport à la température. Et cette étude a établi qu'une heure à 67 degrés tue ces œufs-là. Et donc la méthode que propose Christophe est très intéressante pour nous parce qu'elle monte en température naturellement. Elle va hygiéniser le compost naturellement sans ajout chimique ou d'autres process. Voilà. D'accord. Donc Christophe, vous avez donc pris régulièrement ou tous les jours, quotidiennement, ces températures? Tout à fait. Et donc j'ai écoulé donc ces 700 et quelques litres de matière organique, 200 litres de matière carbonée et 70 litres de litière d'éjection féline. Ça m'a pris une dizaine de semaines, 2 mois et demi. Et après, j'ai arrêté donc les apports et j'ai laissé le compost naturel naturellement passer en maturation. D'accord, donc on laisse le compost maturer. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Qu'est-ce qui se passe pendant cette maturation? Eh bien, écoutez, le processus de compostage n'est pas terminé juste après la montée en température avec les bactéries thermophiles. Si vous voulez, ensuite, ça redescend naturellement. Là, les micro-organismes ont fait la plus grosse partie du travail, mais après intervient les macro-organismes. Et donc là, on a les coléoptères, lombriques et autres qui interviennent et qui finissent la transformation du compost. Voilà. Et là, après, nous avons un compost, quand la maturation est suffisante, là, elle a duré 3 mois et demi, on a un compost qui est mature et qui est prêt à être utilisé dans le jardin. Alors, le public ici peut voir qu'il a une enveloppe et à l'intérieur, il a ce compost là, qui est là. Et vous voyez ce que c'est le compost que Christophe peut montrer d'ailleurs entre les mains. Donc, alors, évidemment, doit y avoir du reflet sur la caméra, mais ce que l'on voit, c'est que c'est un compost qu'en fait, il est homogène, il est fin, il est grumeleux. D'un point de vue esthétique, il est parfait. Et puis à la fin, on a fait une analyse agronomique là-dessus, et il est parfait aussi. Très bonne unité fertilisante. Voilà. Et donc, finalement, quand on respecte bien le processus de compostage, on transforme tous les déchets dans le meilleur des amendements organiques. D'accord. Alors ça c'est le bon résultat, c'est-à-dire que vous considérez que vous avez une bonne matière fertilisante. Vous avez fait un test pour le savoir. Qui vous dit que vous avez une bonne matière fertilisante? Alors effectivement, si le compost n'avait pas été suffisamment mature, ou s'il y avait un peu de toxicité dedans, eh bien j'ai fait un test de germination. Voilà. D'accord. Donc, grosso modo, le test de germination, c'est vous semez des graines et en 10 jours, vous comptez le taux de germination. Là, j'ai eu plus de 90% de germination en 10 jours. Voilà.
Donc là, ça s'est parfaitement bien passé, c'était un bon signe. Ensuite, j'ai envoyé les échantillons pour une analyse. Et puis, pareil, le résultat d'analyse, les unités fertilisantes sont parfaites. Voilà. D'accord. Alors, comment on les regarde? C'est-à-dire que j'ai cru comprendre qu'il y avait un rapport carbone-azote Tout à fait. d'un côté, et puis, Alors, ce rapport carbone sur azote, dans l'analyse, il était aux alentours de 22. C'est parfait. Généralement, quand on fait les premiers mélanges et qu'on respecte bien les proportions, là on a mis à peu près 20% de matière carbonée, plus les matières, grosso modo 7% de matière végétale, qui sont également très carbonées, puisqu'elles sont majoritairement faites avec du bois. Donc, grosso modo, voilà, on avait 25-30% de matière carbonée et 70% de matière azotée. Donc on a un rapport carbone sur azote au départ qui est de 25-35. Et puis dans le processus de compostage, il descend et pour finir entre 15 et 20. Et là, on a fini aux alentours de 21, ce qui est pas mal du tout. On a un amendement organique là qui est riche en carbone et c'est pas mal, ça nous donnera un compost qui va diffuser lentement, restituer lentement qu'on s'appelle les éléments nutritifs. voilà, et ça permet de nourrir la terre. Le compost et l'idée du compost, alors normalement, derrière les écrans, et même ici, on a des spécialistes des biodéchets, mais l'idée du compost, c'est d'avoir une agriculture qui soit plus riche. On a besoin aujourd'hui d'une agriculture qui puisse se nourrir du sol, hein, c'est le but au départ. Sauf que effectivement, on a besoin d'avoir de plus en plus de composants azotés de bonne qualité. C'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et avec un déchet, on fait le meilleur des amendements organiques. D'accord. Est-ce que vous avez eu des blocages? Est-ce que vous estimez que l'expérimentation est complètement réussie? Est-ce que vous avez eu quelques blocages ou des pistes d'amélioration? Oui, il y a des améliorations à faire. En fait, là, c'était dans les contraintes, j'avais 1 tonne à composter. Et donc, non pas en compostant d'un seul coup, mais en faisant des apports toutes les semaines pour reproduire un peu les conditions d'un site de compostage partagé où chacun amènerait ses déchets alimentaires et, avec l'autorisation, ses litières de chat. Voilà. Et donc, finalement, j'ai eu guère plus de 600 litres de matière en même temps. Et ça compostait au fur et à mesure, ça fonctionnait bien et ça compostait au fur et à mesure. Donc j'en ajoutais, mais au fur et à mesure, le tas baissait aussi de volume. Donc c'est le principe normal du compostage. Et ce qui fait que j'ai eu une bonne montée de température qui montait quand même jusqu'à 54 degrés. J'aurais pu monter plus si j'avais eu plus de matière. J'ai eu aussi des conditions difficiles, je crois que c'était mi-avril, dans les nuits, on a eu plusieurs nuits à 2 ou 3 degrés. Oui, on a eu Voilà. un printemps particulièrement pluvieux. La deuxième quinzaine d'avril a été particulièrement pluvieuse également, et même avec un couvercle en bois, ça passe quand même au travers et ça refroidit effectivement le tas. Donc voilà, c'est un peu une contrainte qui m'a empêché de monter plus haut en température, mais je dirais dans des conditions réelles de terrain où il y a plus d'apport, éventuellement en isolant un petit peu mieux mon composteur, j'aurais pas de souci pour monter plus haut en température. D'accord. Donc finalement, une expérimentation plutôt réussie. Michael, est-ce que vous voulez compléter? Oui, je pense que c'est réussi parce qu'on a obtenu la qualité du compost qu'on avait estimé ou espéré d'obtenir. Donc pour moi, cette expérience est concluante. Et maintenant, il faut prouver le deuxième relais, c'est l'aspect sanitaire. Et ça, on ne peut pas le faire avec une grosse masse de compost parce que la toxoplasmose, les œufs, il faut les identifier ou sous le microscope, ou il faut les identifier par les biomarqueurs. Et c'est ça que le CHU va préparer donc, dans sa méthodologie qu'on aura d'ici quelques semaines et pour lancer donc, cette expérimentation en janvier. D'accord. 2 petits points quand même, peut-être qui n'ont pas paru assez clairs. Pourquoi on a mis 7% seulement de matière de litière en fait déjà souillée ou des déjections animales? Pourquoi 7%? Pourquoi pas 3, 4, 10, 15 ou 20? Oui, donc 7% était décidé en fonction de la caractérisation
des litières minérales qu'on retrouve dans les OMR, donc les déchets résiduels. Voilà, les les foyers ordures ménagères résiduelles, OMR. Hein. qui peuvent aller jusqu'à 10% pour les villes comme Genève et Milan. À Paris, c'est 5,6%. Et en moyenne, plutôt dans les petites villes, on arrive entre 4 et 5% de caractérisation des litières minérales dans les déchets ultimes, en fonction de la saison. Comme j'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc en été, les chats ils vont un peu moins sur le bac, ils vont plus dans le jardin. Donc le taux baisse. Mais en hiver, il monte. Et donc, on a décidé de fixer le taux arbitrairement à 7%, parce qu'on a dit on est au moins dans la fourchette sûre, parce qu'on voulait prouver que le rajout des biodéchets issus des litières pour chats souillés n'a pas un impact négatif sur le compost. Au contraire, il a un impact positif sur le compost. D'accord. Et c'est pour ça 7%, c'est légèrement au-dessus de la moyenne, mais c'est pour être vraiment dans une zone très sûre. D'accord. Christophe, il me semble que vous avez des idées d'amélioration de votre expérimentation de manière à pallier les températures un peu basses ou effectivement le trop plein d'eau. Dites-moi. Oui, tout à fait. Alors, les améliorations sont simples. Hein, tous ces équipements, en fait, c'est du low-tech. Il n'y a rien de très sophistiqué. Donc j'ai une soufflerie là, qui m'injecte de l'air par en dessous. Et une meilleure isolation du compost, il suffit de mettre éventuellement des panneaux liège 40 mm d'épaisseur. Voilà. Et tout autour des côtés. Éventuellement ensuite protéger sur le dessus, peut-être non pas faire quelque chose d'hermétique, loin de là, mais simplement isoler un petit peu mieux le couvercle. Et puis là, il n'y a pas de souci, même dans des quantités plus faibles, j'aurai une montée en température. Voilà. En fait, là, la montée en température, je l'ai eue. C'est simplement les contraintes météorologiques extérieures qui m'ont ralenti cette montée en température, qui l'ont freinée. D'accord. Parce que voilà, quand il y avait les nuits qu'on s'appelle à 2 ou 3 degrés, j'avais quand même 36 degrés à l'intérieur. Oui, tout à fait. Alors, cette expérimentation, qu'est-ce qu'elle peut apporter d'abord est-ce que l'équipement que vous avez mis en place, est-ce que ça peut convenir à des collectivités est-ce que c'est onéreux pour les collectivités? Parce que cette question pratique de dire on va mettre des composts partagés un peu partout avec cette méthode, est-ce que ça va coûter cher aux collectivités? Ça, c'est des questions, on en reparlera après avec monsieur Jean-Michel Buff, mais les questions du coût et la gestion en fait des biodéchets, elle a un coût. Est-ce que cette méthode, ça pèse sur le budget des collectivités ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être relativement accessible pour les collectivités? En fait, c'est un investissement. Et si on investit, c'est pour avoir des résultats. On peut mettre des caisses bois classiques, ça ne coûte pas effectivement très, très cher, mais néanmoins, ce qu'on ne met pas en investissement, on le paye en fonctionnement parce que derrière, il y a pas mal de gestion à faire, de brassage, retournement, de manutention, transvasement de bacs et autres. Voilà. Moi, je travaille en investissant dans des bacs qui sont relativement grands, 1,5 m, 2 m3. Là, on a fait l'expérience sur un bac d'1 m3. Mais pour les collectivités, je commercialise même ce type de matériel. Et sur des bacs d'1,5 m, 2 m3, bah là, effectivement, on évite tous les retournements et on vide les bacs une fois tous les 3 mois, grosso modo. Voilà. Et on travaille avec 3 bacs. Voilà, ce qui nous permet d'accueillir jusqu'à pratiquement, ça c'est pour des plus gros producteurs, mais c'est pareil, si on fait un site de compostage partagé et que ça concerne 200 personnes, ça peut être aussi avoir des gros volumes. On peut composter par exemple jusqu'à 30 kg par jour. D'accord. Hein, mais donc on adapte la taille par rapport au volume d'apport qui sont prévisibles. Voilà. Et grosso modo, là, pour vous donner un ordre de grandeur, ces bacs de 2 mètres cubes, 30 kilos qui peuvent accepter 30 kg par jour, c'est un budget d'environ 6 000 €. Voilà. D'accord. Voilà, ce qui donne un ordre de grandeur. Michael, vous vouliez? Je voulais juste poser une question à Christophe. Et si on dépasse les 1 mètre cube ou une tonne de compost ou de matière de biomasse,
on augmente aussi facilement, ou plus facilement en température. Ah, tout Plus à que fait. le volume est grand, plus la température se développe. Tout à C'est fait. bien ça, hein. Tout à fait. Dans les plateformes de compostage des syndicats de traitement des déchets, ils font ça sur des grandes plateformes avec des andins qui font plus de 4 mètres de haut et 25 mètres de long. Donc là, il y a une très grosse masse et ils peuvent monter en température à 80 degrés. Même D'accord. sur 2 tonnes, comme vous le faites. Sur ça 2 tonnes, peut- comme on le ça fait, peut monter aussi à 72 degrés. à 70 degrés sans problème. Tout à fait. Alors, on arrive à la fin de la table ronde, mais pas à la fin des questions. Je suppose qu'il y en a ici dans la salle et il y en a peut-être aussi en live. Je vais donner la parole à Laure de Montalembert qui a quelques questions et il y en a également dans le live, je crois. Et puis dans la salle. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Moi, je voudrais juste poser les questions qu'on a sur le chat, là. On a quelqu'un qui est très intéressé et qui pose des questions assez techniques. Il demande si l'air soufflé est incorporé en permanence ou par période. Et la deuxième question qu'il pose, c'est: avez-vous réalisé des analyses sur les salmonelles et Escherichia coli, dont on a parlé en fait tout à l'heure? D'accord. Et puis après, Nathalie Fichot qui aura des éléments. Ça va. Oui, ça marche. Moi, j'avais une question plus sur la collecte en fait de la matière pour composter. C'est-à-dire que on voit que vous travaillez principalement avec du bois et du blé. Il y a un certain nombre de matières agricoles, mais il y a une logistique qui est assez lourde et chère pour aller chercher la matière. Donc, comment vous faites un maillage territorial qui permet de récupérer la matière si ça devient à grande échelle? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, c'est plus, on voit, nous, dans la filière chanvre, on travaille beaucoup à substituer des produits à impact environnemental par des produits biosourcés. Et en fait, on est rétorqué par les distributeurs sur le fait qu'il n'y a pas de filière de compostage. Donc, comment on fait pour mettre en place des filières de compostage qui ne soient pas que portées par les collectivités, mais qui soient bien à grande échelle? Oui, Michael. Bon, pour répondre peut-être d'abord à cette question-là, ça, c'est pas notre rôle et on n'est pas compétent pour développer les réseaux de collecte de biodéchets en France ni en Allemagne. Ça, c'est à la collectivité de le faire ou au gouvernement de le régler. Et selon la loi AGEC, normalement, la France aurait dû déjà être prêt le 1er janvier de cette année, qui n'est pas le cas. Michel Buff en parlera Ouais. dans la deuxième table ronde d'ailleurs. Hein. Et donc, ça, c'est un problème. Mais normalement, les litières Pocha, ils sont collectés avec les biodéchets dès qu'il y a une poubelle distribuée dans les foyers. Donc, on collecte les litières Pocha comme les autres biodéchets. Donc, justement, ça représente un aspect convenient pour le consommateur parce qu'il n'amènera pas son litière souillée à un bac quelque part. On le sait par les études qu'on a fait avec les consommateurs. Il faut que ce soit directement avec les autres biodéchets éliminés dans le même bac. Et donc, ça, évidemment, en Allemagne, c'est déjà le cas. Donc, il y a 90% des foyers qui sont équipés d'une poubelle spécifique pour les biodéchets, qui est collectée une fois par semaine en fonction du volume, ou une fois par mois. Et donc, les litières Pocha sont collectés de cette façon et compostés là où ils sont compostés, donc avec les biodéchets comme les autres. Alors, il y avait une question pour Christophe qui était, si mes souvenirs sont bons. Je me rappelle la première question là sur le chat, c'était à propos de l'air soufflé. Il Tout à faudra fait. me rappeler la deuxième, s'il vous plaît. La première, donc pour l'air soufflé, non, c'est pas un air continu qu'on pulse en permanence. Il n'y a pas besoin de tant que ça. En fait, en envoyant l'air soufflé, grosso modo 10 minutes par jour ou tous les 2 jours, ça suffit. Voilà. La deuxième question, c'était... La deuxième question, c'était pour savoir si on avait pu tester la présence d'autres pathogènes, dont les Escherichia coli et les salmonelles. Tout à fait. Alors, ça n'a pas encore été fait. L'analyse des pathogènes se fera plus tard dans un autre laboratoire. Tout à fait. C'est en fait la deuxième étude qu'on va réaliser qui va analyser aussi ces pathogènes-là. Et peut-être une rajout par rapport à votre Oui, je vous question. en prie, Michael. Par rapport à la collecte, même si les litières Pocha végétales ne sont pas collectées avec les biodéchets, mais avec
les déchets résiduels du foyer. En incinération, ils produisent encore l'énergie et la chaleur, qui d'ailleurs est carbone neutre parce que les plantes repoussent, ils récollectent donc le CO2 émis lors de ces incinérations. Et donc c'est déjà la meilleure solution par rapport à la litière minérale. Donc même à court terme, il faut switcher. Donc les discours des distributeurs, je ne le comprends pas. Oui, Elsa? Bonjour. Et au niveau des fabricants de litière, est-ce que c'est les mêmes entre litière minérale et végétale? J'ai l'impression qu'au moins Katsan, je crois, ils proposent déjà les deux. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans cette réflexion et qu'ils vont switcher plus ou moins rapidement. Effectivement, Katsan appartient au groupe Mars, qui est en fait une grosse société américaine. Et ils commercialisent en France et en Allemagne également une litière végétale qu'ils ne produisent pas eux-mêmes, mais qu'ils rachètent d'un producteur sur le marché. Et donc la tendance, on voit aussi en Allemagne, il y a une deuxième marque qui s'appelle BioCats, qui est une litière à base d'argile, qui a aussi lancé une litière végétale. Donc ça commence à se développer. Et les fabricants, évidemment, ils se rendent compte aussi que ce marché est naissant, et ils veulent y participer. Et notre but est justement d'accélérer ce processus. Et pour ça que je cherche aussi le dialogue avec ces sociétés-là, pour justement les motiver de nous rejoindre dans notre commission pour la litière pour choix, pour justement développer ce marché beaucoup plus. Les questions sont terminées autour de la salle? Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on résume tout ça dans un petit film. Les chats sont nos animaux de compagnie préférés. 15,1 millions de chats vivent dans des foyers français. La litière minérale est toujours utilisée dans 9 foyers sur 10. Un problème croissant pour l'environnement et le climat. La litière minérale ne peut être éliminée que dans les déchets ultimes. Chaque année, une énorme montagne est créée. 612 000 tonnes de déchets minéraux souillés. Cela correspond à 61 000 camions poubelles. Alignés, ils s'accumuleraient de Paris à Nancy sur près de 400 km. Ne pouvant être recyclés, ces déchets sont incinérés. Il existe pourtant une alternative durable. La litière végétale, fabriquée à partir de sous-produits de la transformation des céréales ou du bois, est jusqu'à 7 fois plus efficace et absorbante. Grâce à cela, les ménages peuvent réduire leurs déchets de 270 à 64 kg par an. De plus, la litière est compostable et s'intègre dans un cycle naturel vertueux. Elle peut être utilisée comme engrais. La litière végétale ne protège pas seulement l'environnement, elle protège également le climat, alors que la litière minérale est extraite et transportée dans les mines du monde entier. La litière végétale se compose principalement de matières premières locales. Des distances plus courtes signifient 82% d'émissions de CO2 en moins. Avec une litière végétale, un ménage peut économiser 33 kg de CO2 par chat et par an. 500 000 tonnes d'émissions CO2 sont donc économisées par an, rien qu'en France. Réduire les déchets et le CO2, protéger le climat et notre environnement, c'est l'engagement de Cats for Future. Avec un simple changement d'attitude, préférez une litière végétale plutôt qu'une minérale. Chacun d'entre nous peut y contribuer.